Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Oui, tout simplement parce que cela dépend de l'endroit du monde d'où vous nous suivez, Télé Congo étant sur satellite. Les dimanches, nombre vont à l'église. Le prêtre dit la messe, l'on entend des chants avec joie. Et puis, l'un des moments les plus importants, l'instant où le prêtre donne la communion, les uns passent après les autres. Et soudain, ils se rendent compte qu'il n'y en a plus assez. Et soudain, encore oui, ils réalisent que ceux qui ont pris la communion ne sont que des non-baptisés. Triste histoire, c'est baptisé pour ces baptisés, voulais-je dire, qui se sont vus voler leur communion. Une anecdote, c'est pourtant cette histoire qui ressemble à celle du FESPAM. Chaque fois qu'arrive l'édition du FESPAM, les oubliés ne sont autres que ces journalistes culturels, lesquels, du 1er janvier au 31 décembre, couvrent l'actualité culturelle. Invité du dimanche, je reçois aujourd'hui en face Mapua Mbo, un Congolais qui enseigne aux États-Unis. Il est surtout diplomate de formation et auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs articles qu'il faut aussi compter. Les États-Unis, la Russie et la sécurité européenne, les changements politiques au Congo et bien d'autres ouvrages encore. En tout cas, nous vous disons merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau de l'invité du dimanche. Vous vous sentez vraiment chez vous. Je vous remercie infiniment. Vous avancez un peu parce que... Je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Ok. Est-ce que, voici des années, hein, vous êtes parti du Congo. Cela fait combien d'années? Oh, la dernière fois que j'étais au Congo, c'est en 96. Oui. Donc de 96 à nos jours, vous pouvez faire l'arithmétique. Et comment vous avez retrouvé Brazzaville pour ne parler que de la capitale? Ben, pour tout vous dire, la capitale a changé, en bien d'ailleurs. J'ai été impressionné. J'ai vu des nouveaux bâtiments, des nouveaux buildings. J'ai été impressionné. Ah, vous parlez des buildings, je vous vois très bien bâti finalement. Vous vous êtes bien américanisé. Ici à la télé, on me dit que je suis grand de taille parce que j'ai 1,81 m. Alors vous devez en avoir plus. Hein? J'ai été toujours grand. Même quand j'étais à l'école Encore, primaire, oui. aux débutants, Oui. on me donnait, on disait que je faisais plus mon âge parce que j'étais plus grand. Plus grand que les autres. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis en fait. Merci, merci. Je vous en prie. Ok, vous avez écrit assez d'ouvrages pour ne parler que du premier. Comment est-ce que vous le résumez sur ce plateau? Le premier avait été écrit quand j'étais chercheur à l'université de Cambridge en Angleterre. Oui. Alors son titre en anglais c'est Political Transformation of the Congo. Oui, les changements politiques au Congo. Les changements politiques au Congo. Mais c'était en fait une approche historique à cette époque où j'essayais de montrer aux Anglais que les changements politiques au Congo ne se faisaient pas de manière linéaire. Parfois, il y avait l'idéologie qui est un facteur important. Des fois, il y avait l'économie. Des fois, il y avait aussi, si vous voulez bien, les conflits personnels. Donc, c'était en fait un cocktail de facteurs qui a amené les changements. Et puis, il y a eu 92 avec les élections. Et puis, après encore, il y a eu la réélection où le président Sassou Nguesso a été élu, réélu. Donc, c'est cette combinaison des facteurs que j'étais en train de dire. Mais la toile de fond, ce qui était plus important, ce que je voulais montrer à cette époque, oui, c'était de dire que le pays avait plus besoin de la stabilité politique parce qu'on avait besoin de 30 ans de stabilité politique pour assurer les investisseurs. Parce qu'à cette époque, je m'inscrivais dans la problématique selon laquelle seuls nous ne pouvons pas développer ce pays et on avait besoin d'aide des autres pays. C'est-à-dire seuls les Congolais ne pouvaient pas, il fallait forcément l'implication des autres, apportant leur science, leur technologie. Leur technologie, oui. Et surtout que quand j'étais à ce niveau, à cette époque, le président Sassou Nguesso disait quelque chose de banal, mais dont il faut percevoir le science et la spécificité. Aujourd'hui, il disait que la lutte anti-impérialiste passait par la maîtrise et la conquête des sciences. Voilà, donc
l'investissement que nous faisions, c'était de dire que même si nous étions des militants, mais il fallait d'abord maîtriser la science, sinon on ne serait pas comme les autres. Voilà en ces temps-là, il le disait, nous étions dans les années... Dans les années 79, il était élu président par le congrès du PCT, donc autour des années 83 par là. Oui. Autour des années 83, c'était ce genre de discours, mais des discours qui étaient rassurants. C'est ce qui a fait que quand nous avons terminé nos doctorats, nos PhD par ici, par là, mais nous sommes dit, il faut... Et quand on vous donne un poste de responsabilité, vous ne décevez pas. Avec une forte dose d'éthique. Hein. Vous ne décevez pas, pas du tout, pas du tout. Et c'est pourquoi le livre aussi disait qu'il faudrait que la nouvelle génération prenne la relève. Mais une question se posait, est-ce que la nouvelle génération était-elle meilleure que ceux qui étaient là? L'histoire nous le montre. Aujourd'hui, quelle est votre réponse? Est-elle meilleure, cette nouvelle génération? Non, je crois que... Est-ce que nous sommes arrivés déjà à cette nouvelle génération? Est-ce qu'elle a déjà pris les arènes? Je crois que c'est une question, ça dépend du point de vue auquel vous vous placez. Chose du point de vue du parti unique que nous avons chassé de toute façon, mais qui avait aussi ses valeurs, parce que le parti unique avait cette force de contenir un peu les velléités de corruption, excusez-moi les termes pour parler un peu marxiste, de tendance à l'embourgeoisement. Tu vois, ce parti avait cette force-là de contenir. J'avoue que ça ne devrait pas être facile pour vous, avec ces genres d'idées, pour vous qui venez des sociétés anglophones, anglo-saxonnes. Mais oui, mais vous savez, nous, on avait pour mission d'être un peu comme les censeurs, dire aux grands, mais on ne fait pas comme ça. On était là, on les chauffait. On les chauffait très fort même. Et aujourd'hui... Parce que nous disons que, mais si nous ne les chauffons pas, si nous ne sommes pas intransigeants avec eux, mais c'est nous qui allons en pâtir. Voici le discours qui était le nôtre. Alors là, c'était donc les changements politiques au Congo. Mais vous avez encore écrit autre chose. Après, les États-Unis, la Russie et la sécurité européenne. Après, comme j'avais passé un PhD en études militaires et stratégiques, donc internationales. Alors c'était dans le contexte de la guerre froide, dans le contexte de la bipolarité. Alors j'ai écrit donc le second livre qui est donc The United States, Russia and the European Security. Donc, traduit en français, les États-Unis, la Russie et la sécurité européenne. Mais le mot-clé, c'est la sécurité européenne. Pourquoi? Parce que le monde était bipolaire.